Alors bonjour tout le monde, bienvenue au cours 7. Alors aujourd'hui, on va faire les options. Alors depuis le début de la session, je vous parle que j'achète des options à chaque session. On va parler de ça, c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. OK, alors aujourd'hui, on va faire les options. Faire mention à quelque chose qui est arrivé par le passé. Alors, dans un courriel précédent, je vous ai dit que j'ai fait plusieurs transactions. Alors, j'ai acheté pour environ 20 000 de compagnies de pétrole, mais j'ai fait ça avec de l'argent que je n'avais pas. Alors, j'ai emprunté de l'argent. Alors, quand on achète quelque chose avec de l'argent qu'on n'a pas, on appelle ça être long. Et donc, en conséquence, j'ai finalement vendu mes actions de Scotiabank. Alors, je les ai finalement vendues pour environ 20 000 J'ai fait un gain capital de 5 000. Alors, d'ici la fin de l'année, je vais peut-être vendre un titre qui était un perdant. Alors, généralement, au mois de décembre, on a tendance à vendre nos titres qui sont des losers. On appelle ça l'effet de décembre. Alors, des titres qui ont mal performé pendant l'année, au mois de décembre, ils ont tendance à encore mieux mal performer parce que tout le monde les vend on fait ça ça s'appelle en anglais du tax loss harvesting. Tu es en train de faire une récolte de toutes tes pertes en capital pour contrer tes gains capital pour ne pas payer des taxes dessus. Donc, j'ai fait un gain capital sur Scotiabank. J'ai acheté pour 57 Alors, j'ai fait environ 6 000 de gain capital dessus. Je vais être taxé dessus. Alors, je vais peut-être vendre Aéroplan. Je pense que j'ai fait une perte d'environ 6 000 sur Aéroplan. Alors, si je vends Aéroplan, euh, net, j'ai aucun gain capital pour l'année, je ne paye pas de taxes dessus. Et la raison pourquoi j'ai vendu Scotiabank, c'est que le 23 février, la veille qu'on annonce les profits de Scotiabank, j'ai acheté 2000 options de Scotiabank avec un prix d'exécution de 76 C'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je vais souvent revenir à ces options pendant la session. Alors, à chaque cours, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça a monté, est-ce que ça a baissé. Donc, ces options, ça s'appelle des options d'achat. On appelle ça en anglais des calls. J'ai acheté 20 contrats de 100 calls, donc 2000 calls sur Scotiabank, c'est pour call. La date d'échéance, c'est le 16 avril 2021. Donc, d'ici le 16 avril 2021, je peux acheter jusqu'à 2000 actions de Scotiabank à 76 Donc, si le prix de Scotiabank est à 100 je peux acheter 2000 fois Scotiabank à 76 Si le prix de Scotiabank est à 70 ben, je ne vais tout simplement pas exercer mon option et je vais avoir perdu l'argent que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté 2000 options pour 38 cents l'option. Alors, j'ai payé quasiment 800 Mais qu'est-ce qui est arrivé depuis? Si on regarde qu'est-ce qui est arrivé à Scotiabank depuis. Alors, aujourd'hui, Scotiabank est à 79 J'ai le droit d'acheter 2000 actions à 76 Donc, direct là, vous savez qu'il y a au moins 3 de valeur. Donc, si je regarde le dernier mois, alors, quand j'ai acheté Scotiabank, c'était quoi, le 22 février? Le Scotiabank était à 72 et depuis le 22 février, est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Donc, depuis le 22, ça a grimpé jusqu'à. Alors, immédiatement après que j'ai acheté ça, ça a grimpé à 76. Ça a dégringolé en dessous de 76. Ça a grimpé et maintenant, c'est à 79. Alors, j'ai le droit d'acheter 2000 actions de Scotiabank à 76 malgré le fait que le prix en ce moment est de 79 Donc, chaque option, elle a une valeur intrinsèque d'environ 3 mais par contre, il se transige pour quelques cents de plus que 3 Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand le prix de Scotiabank était grimpé jusqu'ici, était grimpé ici. Alors, quand Scotiabank était à 77 ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé d'en vendre la moitié. Donc, quand Scotiabank était à 77 le prix d'une option était de 2,03 et je commençais à être nerveux. On n'avait même pas discuté des achats ou des ventes, alors j'en ai vendu la moitié. Donc, j'ai vendu la moitié de mes options pour 2,03 alors j'ai reçu 2000 Alors maintenant, je suis un peu moins stressé parce que c'est comme si je jouais avec l'argent du casino. Alors, j'ai sorti mon investissement initial, j'ai sorti mon 800 initial et davantage et je suis en train de jouer avec l'argent du casino. Alors, en ce moment, j'ai aucun stress. Mais par contre, il faut que je me dise mentalement, écoute, tu as de l'argent qui est placé. Alors, ce n'est pas une bonne façon. On appelle ça en anglais un heuristic. C'est un biais. Alors, tu as quand même 3 000 qui est placé, qui est très spéculatif. Alors, si Scotiabank chute de 79 à 76 et qui est très possible entre aujourd'hui et le 16 avril, mes options vont expirer sans aucune valeur. Alors, en date d'aujourd'hui, chaque option vaut au moins 3
1000 fois, alors 3000 $, il se peut que d'ici le 16 avril, Scotiabank tombe en dessous de 76 et ce 3000 $ est évaporé. Donc, il faut que j'en tienne compte. Mais de toute façon, à chaque session, quand je donne le cours Finance 1, j'achète des options pour montrer aux étudiants comment ça fonctionne. Sauf que entre 2014 et 2019, je l'ai fait, je pense, 8 fois et 7 fois, j'ai perdu mon investissement total. En 2016, j'ai fait une fortune, encore une fois, avec Scotiabank. Et en 2020, avec BMO, au mois de février passé, j'ai acheté directement après le creux de BMO, j'ai fait une fortune. La session passée, j'ai fait une autre fortune. Et encore une fois, cette session, alors j'ai 3 sessions de suite où ce que j'ai fait de l'argent, c'est les options. Mais normalement, 80% du monde qui achète des options, que ce soit des options d'achat ou des options de vente, 80% du temps, tu vas perdre de l'argent. Mais l'affaire, c'est que le 20% du temps que tu vas faire de l'argent, tu vas en faire beaucoup. Parce que je les ai payés 40 cents, ils valent 3 piastres aujourd'hui. Alors, c'est juste que Scotiabank était à 72, il fallait que Scotiabank monte à 76. Elle l'a fait. Maintenant qu'elle a monté en haut de 76, c'est quasiment comme posséder une action. Chaque fois que Scotiabank monte d'une pièce, moi, j'ai 1000 options qui vont monter d'une pièce. Donc, et aussi, juste pour vous dire que vendredi dernier, j'ai vu Bombardier qui était à 68. J'avais 2800 $ qui traînaient dans mon compte d'investissement. Alors, je voulais qu'il soit placé. Alors, je me suis dit, je vais acheter Bombardier finalement à 68 cents. On va voir qu'est-ce que ça a donné. Mais honnêtement, c'est Bombardier. Ça pourrait fermer ses portes. Ça pourrait être une fortune. On ne le sait jamais avec Bombardier. Alors, ça, c'était vraiment spéculatif. OK, alors voyons maintenant. Quand on parle d'options, il y a 2 types d'options. Les options que j'ai achetées sur Scotiabank, c'est des options d'achat. Maintenant, tu peux acheter des options d'achat, tu peux acheter des options de vente. Tu peux vendre des options d'achat, tu peux vendre des options de vente. Ça devient un peu compliqué, donc je vais utiliser le langage américain. Quand tu achètes quelque chose, tu es long. Alors, quand tu achètes quelque chose, long, ça veut dire, normalement, ça veut dire acheter quelque chose avec de l'argent que tu ne possèdes pas. Donc, moi, j'ai acheté ces titres de compagnie, quand j'ai acheté tous ces titres de pétrole, j'ai fait ça en empruntant de l'argent. Alors, on appelle ça du margin. Alors, c'est tout simplement un emprunt bancaire, en d'autres mots. Quand vous achetez une maison, normalement, vous ne payez pas votre maison cash. Vous empruntez de l'argent à la banque et vous achetez la maison avec cet argent. Alors, c'est l'argent de la banque. Alors, vous êtes long. Ce n'est pas un achat tout court. Vous empruntez pour acheter. Vous pouvez faire la même chose pour vendre. Vous pouvez emprunter une action de la banque et la vendre sur le marché. On appelle ça une vente à découvert en français. En anglais, on appelle ça un short. Et il y a beaucoup de personnes, quand je donne le cours de financeur, il y a beaucoup de personnes qui disent ça ne peut pas être légal, ça. En fin de compte, c'est une très bonne chose. Les shorts, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'il y a tellement de monde qui spécule. Alors, la plupart d'entre eux ne vont pas faire de l'argent ou ne vont pas faire une fortune. On parle tout le temps de George Soros. Il a shorté le pound british en 1992. Il a fait 1 milliard de dollars en une journée. Alors, tout le monde parle de lui. Mais c'est un one-hit wonder. Il a fait ça en 1992. Puis, il n'a pas pas répété ses succès. Donc, un short, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu vends quelque chose que tu ne possèdes pas. Donc, un bon exemple de ça, c'est GameStop. Il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que GameStop était pour faire fermer ses portes. Donc, le prix de l'action qui était à 20$, on empruntait des actions de GameStop à 20$ et on les vendait. On s'attendait à les racheter plus tard. Après que GameStop fait banqueroute, on va racheter ça pour quelques cents, puis on va remettre l'action. On a emprunté une action, on va remettre une action. Il y a une gang de personnes qui ont réalisé, écoute, si on achète 1 million de titres, le prix va aller de 20 à 40. Celui qui l'a vendu à 20$, il va se dire, ben, il faut que je le rachète. Alors, tous les shorts étaient obligés de racheter le titre et ça a continué d'être à la hausse. Mais normalement, quand tu as des shorts, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça amène beaucoup de liquidité au marché. Alors, il y a beaucoup de spéculateurs. Alors, le prix d'achat et le prix de vente, il est très proche. Pour mes options, écoutez, je vais faire quelque chose. Je vais aller sur ma banque en ligne. Je vais aller sur ma banque en ligne. Laisse-moi juste voir que vous n'êtes pas capable de voir ça. OK, je vais aller sur ma banque en ligne. Laissez-moi juste rentrer mon mot de passe. Je vais aller sur ma banque en ligne. Je vais juste m'assurer que vous ne voyez pas le titre des comptes. Alors, je suis rentré dans mon CELI. Alors, du moment que vous ne voyez pas les informations pertinentes,
Il n'y a rien ici qui est important. OK. Alors, ici, c'est ma banque en ligne. Alors, voici mon CELI. Alors, dans mon CELI, j'ai juste, j'ai beaucoup de cash dans mon CELI. J'ai juste un investissement en ce moment. Je vais m'assurer que vous voyez rien. OK, parfait. Alors, j'ai juste un titre dans mon CELI. Alors j'ai mis 1000 options de Scotiabank qui sont dans mon CELI. Je vais ouvrir ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que la dernière transaction de Scotiabank, de l'option, était de 3,45 $. Pas pire, j'ai acheté ça pour 39 cents. Alors, c'est un gain d'environ 800 sur mon investissement. J'ai acheté pour 39 cents, il vaut 3,45 $. Ça, c'est la dernière transaction. Maintenant, quand vous voulez acheter ou vendre un titre, alors quand vous échangez de l'argent, alors si jamais vous voyagez, imaginez que vous êtes en Europe. À un moment donné, le dollar canadien valait autant que le dollar américain. Mais si tu allais en Europe, le dollar américain, le prix d'achat et le prix de vente du dollar américain étaient très proches. Puis le prix d'achat et le prix de vente du dollar canadien étaient très éloignés. Pourquoi? Il y a beaucoup plus de monde qui transige le dollar américain. Alors, quand eux achètent un dollar américain, ils sont capables de le revendre immédiatement pour acheter des euros. Parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est très liquide. Des options sont très peu liquides. Regardez, la dernière transaction était à 3,45. Mais en ce moment, il y a 52 personnes qui sont prêtes à acheter cette option pour 3,30 et il y a 47 personnes qui sont prêtes à le vendre pour 3,50, un écart de 20 sous. Si vous regardez le prix de Scotiabank, alors si on va regarder Scotiabank, alors le monde sont prêts à acheter à 79,7 et sont prêts à vendre à 79,8. Alors, 1 sou de différence. Pourquoi? Tout le monde transige des actions. Des options sont très peu liquides. Donc, si en ce moment, je veux liquider mes options de Scotiabank, je vais être obligé de les vendre pour 3,30. Ou je pourrais tout simplement mettre une offre à 3,49 $ puis me mettre en tête de ligne. Et il y a une possibilité qu'il n'y a personne qui va acheter mes options. Donc, alors les options sont très peu liquides vis-à-vis les actions. Donc, revenons maintenant. OK, alors, quand on va parler d'un call, c'est une option d'achat. On va dire un put, c'est une option de vente. Alors, au lieu de dire je vais acheter une option d'achat, je suis long un call. Long, ça veut juste dire acheter. Short, ça veut juste dire vendre. Mais ça veut aussi dire vendre quelque chose qu'on ne possède pas. Long veut dire acheter cash ou long veut aussi dire acheter avec de l'argent qu'on n'a pas. Comme moi, j'ai été long toutes mes actions de pétrole. Toutes ces actions de pétrole, j'étais long ces actions avec de l'argent que je ne possédais pas. Et quand j'ai vendu mes actions de Scotiabank, bien, tout simplement, j'ai récupéré tout l'argent que j'ai emprunté. Il me restait 2800, alors j'ai acheté Bombardier par la suite. On va voir Bombardier. Écoute, Bombardier, c'est un achat long terme, là. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, une option d'achat, un call, ça me donne le droit, mais pas l'obligation d'acheter un titre sous-jacent à un prix prédéterminé à une date ultérieure. Donc, ça me donne, alors, mes 1000 options de Scotiabank, ça me donne le droit, mais pas l'obligation d'acheter 1000 actions de Scotiabank à 76 $. Le strike s'appelle 76 $ avant le 16 avril 2021. En ce moment, Scotiabank est à 79. Donc, si j'exerce mon option aujourd'hui, celui qui m'a vendu l'option, il doit me vendre 1000 actions de Scotiabank à 76. Je peux les vendre pour 79,4. Donc, la valeur intrinsèque aujourd'hui est de 3,04 $. Par contre, on a vu que je pourrais les vendre pour 3,30 $. Alors, il y a une différence entre les deux. On va expliquer ça au cours d'aujourd'hui. Un put, c'est la même chose. Ça me donne, pour une option de vente, mais pour vendre. Un put, ça me donne le droit, mais pas l'obligation de vendre une action à un prix prédéterminé à une date ultérieure. Alors, supposons, pour aujourd'hui, je n'ai jamais acheté des puts parce que ça coûte très cher. Un put, c'est comme une assurance vie sur une action. Si tu possèdes une action, tu peux acheter un put dessus. Alors, moi, je possède une action de Scotiabank. J'achète un put de Scotiabank, on va dire à 78. Un put à 78 me donnerait le droit à n'importe quel moment de vendre le titre de Scotiabank pour 78 $.
En ce moment, le titre est à 79 $, donc je ne vais pas exercer le put. Mais il y a une probabilité que Scotiabank tombe en dessous de 79, en dessous de 78. Et si j'exerce le put, cette action que j'avais, qui vaut peut-être maintenant 75 $, je peux quand même le vendre pour 78 $. Donc, c'est comme une assurance vie. Si le prix de l'action grimpe, mon put, il va expirer sans aucune valeur, mais je vais faire de l'argent sur mon action. Et si le prix de l'action chute, mais mon put va payer dessus. Alors, c'est comme une assurance vie. On appelle ce portefeuille. Alors, si tu possèdes l'action et un put, qui est deux titres, tu peux avoir deux titres extrêmement risqués, mais ensemble, tu enlèves quasiment tout le risque. On appelle ça un put protectif. On va voir ça au courant du cours d'aujourd'hui. Donc, pour des raisons on va regarder juste pour des raisons. Alors, je vais retourner à ma banque en ligne. Je vais regarder toutes les options sur Scotiabank. Donnez-moi juste un instant. Scotiabank. Juste m'assurer qu'il n'y a pas d'informations personnelles que vous pouvez utiliser là-dedans. Ouais, OK, tout est beau. Alors, je vais revenir à ça. OK, alors, voici maintenant, ça c'est ma banque en ligne. Moi, je fais affaire avec TD. Écoute, toutes les banques canadiennes sont bonnes. Si vous avez une banque en ligne avec Desjardins, c'est avec Disnat, j'étais avec Banque Royale avant, j'étais avec BMO pendant très peu de temps. J'avais un deuxième compte avec BMO. J'ai un autre compte avec un courtier privé. Si vous avez une banque en ligne, vous pouvez transiger, vous faites juste acheter ou vendre un titre en pesant un bouton. C'est très simple. Alors, si jamais vous avez des questions, vous voulez savoir comment transiger, hey, venez parler pendant la période d'exercice, vous voulez juste jaser, venez jaser, j'adore parler de ça. OK, alors ici, on a toutes les calls. Alors, si je regarde le 16 avril, alors vous voyez, vous avez des calls sur toutes des dates différentes. On va regarder le 16 avril parce qu'on va parler de ça pendant toute la session. Alors, le 16 avril, c'est dans 31 jours. Alors, tu as tous les prix d'exécution. Alors, on regarde nos calls de Scotiabank à 76. Le prix d'achat, c'est 3,30. Le prix de vente, si je veux le vendre, je peux le vendre pour 3,30. Si je veux l'acheter, je peux l'acheter pour 3,45. La dernière transaction était de 3,30 $. Il y a eu 1588 transactions aujourd'hui. Ah non, excuse-moi, il n'y a eu aucune transaction aujourd'hui. Mais en ce moment, il y a juste 1588 contrats qui existent. Moi, j'en ai 10 à 76. Alors, ça, c'est toutes les calls. Et juste pour, à titre informatif, on va regarder les puts. Les puts sont du côté droit. Alors, un put, on va regarder un put à 78. Alors, un put, c'est comme une assurance vie. Alors, si moi, je veux acheter un put sur Scotiabank, je vais payer 1,44. J'ai tout le temps pensé que les puts coûtaient pas mal cher. D'ailleurs, cette session, toutes les calls, toutes les puts sont riches. Et je regardais que la bourse, en ce moment, il y a très peu de place pour investir son argent. Je regardais Disney, je regardais Apple, les prix sont vraiment élevés. Et surtout avec le stimulus américain, on s'inquiète que, le monde va prendre cet argent-là, va la mettre à la bourse, mais on s'inquiète beaucoup de l'inflation en ce moment. Pour la première fois en 50 ans, en 40 ans, on s'inquiète de l'inflation en 30 ans. Alors, on s'inquiète de l'inflation parce qu'il y a trop de monde qui a trop de cash. Tout le monde est resté à la maison pendant un an. Ils ont accumulé du cash. Puis, tu sais, quand on commence à sortir, le monde va commencer à dépenser leur cash. On s'inquiète un peu de l'inflation. Alors, ça a des implications à la bourse, éventuellement. OK, alors, si je veux acheter un put sur Scotiabank avec un prix d'exécution de 78, avec une échéance du 16 avril 2021, ça va me coûter 1,44. Alors, toutes les banques en ligne devraient vous donner ces informations-là si vous avez un courtage. Et ceux d'entre vous qui veulent savoir comment faire ça, allez à votre banque, disez que vous voulez investir. Maintenant, vous n'allez probablement pas avoir le droit d'investir dans des options parce qu'il faut être un peu plus avancé pour faire ça. Mais par contre, vous allez être au moins capable d'acheter des actions. OK. Donc, je pense que j'ai... OK. Alors, pour acheter une option, on doit payer une prime. Alors, quand j'ai acheté les calls, j'ai payé 39 sous. Si je veux acheter un put aujourd'hui à 78, je vais payer, c'était quoi, 1,44? Alors, je vais payer exactement 1,44. OK. Alors, si jamais l'action fait un split, alors aujourd'hui, une action de Scotiabank coûte 79. Un split, des fois, le prix de l'action est trop grand. Et qu'est-ce qui arrive? Alors, un bon exemple, c'est Apple. Apple était à 400 $ le lundi et le mardi,
Au lieu d'avoir une action à 400 tu avais 4 actions à 100 Alors, ça rend l'action plus facile à transiger. Alors, Berkshire Hathaway, eux, ils n'ont jamais fait un split. Et si vous regardez le prix d'une action de Berkshire Hathaway, alors, en 50 ans, Berkshire Hathaway n'a jamais fait un split et aujourd'hui, une action coûte 381 000 Alors, l'idée derrière, la raison pourquoi eux ne veulent pas le faire un split, c'est que si tu rends ça plus facile à acheter, les spéculateurs vont rentrer, puis les spéculateurs ont généralement pas des buts à long terme pour acheter ou vendre le titre. Alors, si tu achètes une action de Berkshire Hathaway aujourd'hui à 361 000, bravo, vous avez beaucoup d'argent. Mais par contre, vous allez peut-être avoir une tendance long terme pour l'investissement. Et c'est un peu drôle parce que Warren Buffett, il a 89 ans, et son partner, Charlie Munger, il n'est pas si jeune, il a 97 ans. Alors, les deux dirigeants sont octogénaires et nonagénaires. Donc, quand on achète un call, on va payer une prime. On va dénoter cette prime C. Alors, le 39 cents que j'ai payé, c'était le prix que j'ai payé. Mais aujourd'hui, ce call ne vaut plus 39 cents. Aujourd'hui, mon call, il vaut 3 on avait dit quoi, 3 et 40. Si je veux les vendre aujourd'hui, je vais les vendre pour 3 et 30 sous. Donc, C aujourd'hui vaut 3,30. Alors, le prix de l'action S a grimpé et en conséquence, l'option qui dérive sa valeur, c'est pour ça qu'on appelle ça un produit dérivé, la valeur est augmentée de 39 cents à 3,30. Pour un put, le 1,44 pour un put à 78, ça c'est le prix du put. S, c'est la valeur de l'action sous-jacente. Alors, c'est la valeur de Scotiabank qui est 79. Et K, le strike, le prix d'exécution, c'est selon le contrat. Alors, quand on regarde tous les contrats, alors tous les strikes, alors vous regardez tous les strikes, vous avez plusieurs strikes possibles. Nous, on va regarder un call à 76 et un put à 78, juste à titre informatif. Mais sachez que je possède 1000 calls à 76. Donc, regardons une action de TD qui se vend pour 55 Alors, TD, elle se vendait pour 55 en 2016 quand j'ai fait cette slide. Un call à 50, ça veut dire un call avec un strike de 50 dans un an. Ça veut dire que K est égal à 50. Le prix du call est de 6 Peut-être que vous avez une vieille slide, c'est marqué 4 j'ai changé ça pour 6. Trouvez la valeur à échéance si le prix de TD dans un an. Alors aujourd'hui, TD est à 55. Qu'est-ce qui arrive si TD fait banqueroute et dans un an, l'action tombe à zéro? Qu'est-ce qui arrive à 40, à 50, à 60 et à 100 Et par la suite, on va faire le même exercice pour un put avec un strike de 50 qui coûte 10 Okay, alors, on va commencer avec un call qui coûte 6 On a le droit d'acheter, mais on n'est pas obligé, le sous-jacent à 50 avant un an. Bon, ici, on va dire AT est égal à 1. Par la suite, on va se compliquer un peu la vie. On va dire dans un an, j'ai le droit d'acheter le titre pour 50 Quelle est la valeur du call dans un an si le prix de l'action dégringole à 0 ou 40 ou à 50 ou grimpe à 60 ou à 100? Donc, je vais juste exercer le call si le prix de TD dans un an est plus grand que 50. Pourquoi? J'ai le droit, mais pas l'obligation, d'acheter un titre à 50 Si TD est à 20 si j'exerce le call, je force quelqu'un de me vendre TD à 50 Lui, il va dire aucun problème. Mais pourquoi est-ce que je vais faire ça? Alors, si le prix de TD est à 20 et si je voulais acheter TD, je pouvais l'acheter pour 20 Je ne vais pas exercer le call pour l'acheter à 50. Donc, un call va juste être exercé dans ce cas si le prix de TD est plus grand que 50 Donc, en dessous de 50 je ne vais pas exercer le call, la valeur va être de zéro. Donc, à zéro, TD fait banqueroute. TD ne va pas faire banqueroute, mais si TD faisait banqueroute, je ne vais pas acheter quelque chose qui vaut zéro pour 50 si je ne suis pas obligé de le faire. Donc, je ne vais pas exercer mon call. Le call va valoir zéro et je vais avoir perdu mon 6 d'investissement. Qu'est-ce qui arrive si TD est à 40? Encore une fois, je ne vais pas acheter quelque chose que je peux acheter pour 40 je ne vais pas exercer le call pour l'acheter à 50. Donc, je ne vais pas exercer le call expire sans aucune valeur, j'ai perdu mon 6 Même chose à 50, mais ça c'est le break-even. À 50, je pourrais exercer le call pour l'acheter à 50 ou tout simplement l'acheter sur le marché à 50. Donc, la valeur du call, toujours zéro, j'ai perdu mon investissement. En haut de 50
le call a de la valeur. Donc, à 51, je vais exercer mon call. Si le prix de l'action est à 51, je vais exercer mon call. Je vais acheter quelque chose qui vaut 51, je vais l'acheter pour 50. Donc, la valeur du call serait de 1 pièce. À 56 à 56 je vais exercer aussi mon call. Je vais tout le temps exercer le call en haut de 50 Donc, si TD coûte 56, je vais exercer mon call. Celui qui m'a vendu le call pour 6 piastres doit maintenant me vendre un titre de TD, une action de TD pour 50. Donc, je pourrais prendre ce titre puis le vendre immédiatement sur le marché à 56. Donc, la valeur du call est de 6 piastres. Le profit est de 0. Même chose, à 60, je vais exercer le call qui me donne le droit d'acheter TD à 50 quand il vaut 60. Donc, le call, il vaut 10 piastres. Et j'ai payé 6 piastres pour le call, j'ai fait 4 piastres de profit. Et si TD monte jusqu'à 100 je vais exercer mon call, bien sûr. Je vais acheter quelque chose qui vaut 100 je vais l'acheter pour 50. Donc, mon call vaut 50 j'ai fait 44 piastres de profit. Donc, il y a un effet de levier ici. En haut de 56 piastres, ma fonction de profit, elle est linéaire. Alors, à 57, j'ai fait 1 pièce de profit. À 58, je fais 2 pièces de profit. À 59, 3. À 60, je fais 4. Alors, pour chaque dollar en haut de 56 piastres, je vais faire 1 pièce de profit. Même chose pour mes options de Scotiabank. Alors, si je regarde mes options de Scotiabank, en ce moment, sont in the money. Ce que ça veut dire, c'est que pour chaque dollar, à chaque fois que ça grimpe de 1 pièce, j'ai 1000 options qui vont grimper d'1 pièce en valeur. Alors, ça a l'air d'être une bonne journée aujourd'hui. Je veux dire, si ça dépasse 80, ça va probablement vraiment dépasser 80. On va voir qu'est-ce que ça donne. D'ici la fin de la semaine, à chaque semaine, au début du cours, je vais parler de ces options. Donc, un call va être exercé si le prix de TD est plus grand que 50. Si le prix est en dessous de 50, je ne vais pas exercer le call parce que je pourrais acheter quelque chose directement sur le marché. Je ne vais pas exercer le call pour acheter quelque chose qui coûte plus cher. Un put, par contre, ça me donne le droit, mais pas l'obligation de vendre le titre sous-jacent. Donc, j'ai un put avec un strike de 50 qui m'a coûté 10 piastres. Alors, le put va juste être exercé si l'action de TD chute en dessous de 60 piastres. En fin de compte, je pourrais regarder aujourd'hui les puts de TD. Alors, je vais regarder TD avec ma banque en ligne, juste pour voir. Donnez-moi une seconde. On va voir s'il y a des informations personnelles. OK, non, il n'y a pas de problème. OK, alors, on peut regarder en ce moment TD. Alors, mais TD en ce moment est à 82 piastres, donc il n'y a pas de put qui existe à 58 piastres. Il n'y a personne qui a transigé ça. Mais pour le 16 avril, il y en a. Alors, des puts, ça me coûterait 9 cents pour acheter un put sur TD avec un strike de 50 piastres pour le 16 avril. Alors, justement, TD en ce moment est à 82 Écoutez, les chances que TD, dans les 31 prochains jours, chute en dessous de 50 piastres, c'est rare. Donc, vraiment, je veux dire, juste pour vous dire, à 54, ils se transigent pour 9 cents aussi. Je veux dire, à 62, ils sont juste à 10 cents. Il n'y aurait aucune raison d'acheter ces puts. OK. Donc, je vais exercer le put si le prix de TD chute en dessous de 50. Aujourd'hui, TD est à 55, selon notre exemple. Donc, si TD fait banqueroute dans un an, le prix de l'action va chuter proche de 0. 0 et quelques cents. Alors, on va exercer le put. Le meilleur scénario, si tu possèdes un put, c'est que la compagnie fait banqueroute. Donc, le prix de l'action va chuter à 0. On va être capable d'exercer le put qui me donne le droit de vendre TD pour le strike de 50. Donc, celui qui m'a vendu le put pour 10 piastres, il est maintenant obligé de racheter une action de TD qui vaut 0. Moi, j'ai le droit de lui vendre une action pour 50 piastres, malgré le fait qu'elle vaut 0. Donc, je vais exercer bien sûr ce put et le put va valoir 50 piastres. Je suis capable de vendre quelque chose qui vaut 0 pour 50. J'ai payé 10 piastres pour ce put et j'ai un profit de 40 piastres. À 40 ça, c'est mon break-even. Alors, à 40 oui, je suis capable de vendre quelque chose pour 50 piastres qui vaut 40. Je vais exercer mon put. Le put, il vaut 10 piastres, mais j'ai payé 10 piastres. Donc, mon profit est 0. Et d'ailleurs,
Les fonds mutuels et les régimes de retraite, il y a beaucoup de régimes de retraite qui achètent des puts pour protéger leur portefeuille. Donc, c'est pour ça qu'ils coûtent pas mal plus cher qu'un call. C'est pour ça que je n'ai jamais acheté des puts. Alors, si vous pensez qu'un titre va planter, comme Tesla, moi, je pense que c'est juste une question de temps que Tesla va planter. Mais ça fait quand même 5 ans que je dis ça. Je pourrais acheter un put, mais il coûte super cher les puts sur Tesla parce que je ne suis pas le seul à penser ça. À 50, ça c'est le point en dessous. À 50, qu'on exerce ou on n'exerce pas, ça revient à la même chose. Je pourrais vendre le titre pour 50$ ou je pourrais exercer le put et le vendre à l'originaire pour 50$. Le put, il vaudrait 0. J'ai perdu 10$. Et en haut de 50$, je ne vais pas exercer mon put parce que je ne vais pas vendre quelque chose qui vaut plus que 50$. Je ne vais pas me forcer de le vendre pour 50$. Alors, si l'action coûte 60, je vais la vendre pour 60. Je ne vais pas exercer le put pour le vendre à 50. De même pour 100$. Donc, en haut de 50$, si l'action est en haut de 50$, le put va expirer sans aucune valeur. De même, si je regarde pour Scotiabank, je vais parler souvent d'une option à 78. À moins que le prix de Scotiabank chute en dessous de 78$, le put va expirer sans aucune valeur. Donc, supposons que Scotiabank chute à... on va regarder Scotiabank. Alors, 16 avril. Alors, on avait dit que ce put sur Scotiabank, OK, le prix elle a baissé un peu. On avait dit 1,44 tantôt, maintenant c'est 1,38. Pourquoi Scotiabank continue de grimper aujourd'hui? Alors, plus que Scotiabank grimpe, quand il continue de grimper, plus que le put perd de la valeur et plus que le call gagne de la valeur. Alors, tantôt, on avait dit c'était combien notre call? Alors, vous voyez que notre call a augmenté. Le prix du put elle a baissé, le prix du call a augmenté. Pourquoi Scotiabank est en train de grimper? Donc, si par contre, on achète ce put sur Scotiabank à 78, puis Scotiabank, l'action se trouve à 77, chaque put va valoir 1$. Mais on a payé 1,44 pour ce put, donc on va quand même faire une perte. Donc, à moins que Scotiabank tombe en dessous de 76,56, le put, on va faire une perte dessus. C'est pour ça que je vous dis 80% du monde qui achète des options perd de l'argent. Donc, celui qui achète l'option. Alors, moi, quand j'ai acheté mes calls, c'est moi le propriétaire de l'option. C'est moi qui décide si j'exerce mes calls. Celui qui m'a vendu les calls, lui, il doit remplir ses promesses. Alors, si moi, je décide d'acheter Scotiabank à 76, il est obligé de me les vendre à 76. Donc, moi, j'ai l'option. Même chose, si j'exerce un put, celui qui m'a vendu le put, il est maintenant obligé de racheter l'action sous-jacente au prix du strike. Donc, si j'ai des puts sur Scotiabank à 78 et le prix de Scotiabank tombe à 70, il est obligé de me racheter des titres qui vaut 70. Il est obligé de me payer 78$ chacune. Maintenant, il y a des options qui expirent juste à la toute fin. Donc, si j'avais juste le droit d'exercer mon call sur Scotiabank le 16 avril 2021, on appelle ça un call européen, une option européenne. J'ai juste le droit d'exercer le call à la date d'échéance. Mais mon call sur Scotiabank, je peux l'exercer à n'importe quel moment avant le 16 avril. On appelle ça une option américaine. Donc, si j'ai juste le droit d'exercer mon option, que ce soit un call ou un put, à la date d'exécution, à la date d'échéance, on appelle ça un call ou un put européen. Et si j'ai le droit de l'exercer en tout temps, c'est un call américain. Ça ne veut pas dire que je peux juste les acheter aux États-Unis. Alors, mes options de Scotiabank, je les ai achetées au Canada. C'est des options américaines. Ça veut juste dire, c'est juste de la nomenclature, je peux les exercer en tout temps. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle des options asiatiques, mais ça ne fait pas rapport au cours. Alors, le strike est variable. Donc, tu peux acheter des options américaines en Europe, tu peux acheter des options européennes aux États-Unis. Les options européennes ne sont pas si populaires. Alors, vu qu'une option américaine possède toutes les qualités qu'une option européenne, mais en plus, tu es capable de l'exercer en tout temps, nécessairement, ton option a plus de valeur. Donc, si je te dis, tu peux acheter un char ou tu peux acheter le même char avec la clim, mais le char avec la clim vaut plus. Pourquoi? Tu as un item de plus.
Donc, c'est la même chose ici. Alors, le call américain possède toutes les caractéristiques du call européen avec une qualité de plus. Donc, nécessairement, le prix du call américain doit être plus grand ou égal à un call européen identique. Mais, par contre, on ne devrait jamais exercer un call. La seule fois où est-ce que tu devrais exercer ton call, c'est à échéance. Et pourquoi? Si on regarde justement aujourd'hui, on va regarder Scotiabank. Alors, j'ai des calls sur Scotiabank. Si j'exerce mon call sur Scotiabank, je peux acheter le titre qui coûte 79,15. Je peux l'acheter pour 76 $. Donc, je ferai 3,15 $ dessus. Mais par contre, si je le vends sur le marché, je suis capable de le vendre pour 3,35 $. Pourquoi est-ce que je vais faire quelque chose qui me donne 3,15 $ quand je peux le vendre pour 3,35 $? Donc, on ne va jamais exercer un call. Il y a une situation très spécifique où est-ce qu'on pourrait exercer un call, mais il n'y a aucune raison pour une personne comme moi d'exercer ce call. Je vais le vendre. Alors, si je l'exerce, j'ai 3,15. Si je le vends, j'ai 3,35. Donc, au lieu de l'exercer, je vais vendre mon call pour 3,35. C'est un peu ce que j'ai fait il y a quelques semaines quand je les ai vendus pour 2,3. Alors, je vais les vendre pour 3,35 au lieu de l'exercer et faire 3,15. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'entre aujourd'hui et le 16 avril, le prix va fluctuer et à la toute fin, à la date d'exécution, la valeur intrinsèque, comme le 3,15 actuellement, va être égale à la valeur du call. La différence entre le 3,15 et le 3,35, on appelle ça la valeur temporelle. Pourquoi? Il y a un potentiel que Scotiabank continue de grimper et que le call prend davantage de la valeur. On va en parler dans une seconde. Donc, la valeur intrinsèque, c'est ce 3,15 $. Alors, c'est la différence entre le prix de l'action et 76. Alors, 79,15 moins 76, 3,15. Si cette valeur elle est plus grande que 0, pourquoi on ne va pas exercer un call si le prix de Scotiabank est en dessous de 76? Donc, le put en ce moment, elle a une valeur, notre put à 78, on ne va pas l'exercer parce que on ne va pas perdre de l'argent intentionnellement. Donc, le prix de Scotiabank est à 79, le put à 78. La valeur intrinsèque, elle est nulle. Donc, la valeur intrinsèque peut juste être plus grande que 0 parce qu'on ne va jamais exercer un call si ce n'est pas à notre avantage. Pour un call, on va exercer le call si le prix de Scotiabank est plus grand que 76. Et celui qui m'a vendu le call va me vendre un titre de Scotiabank à 76 et je pourrais le vendre sur le marché pour 79,15. Si Scotiabank chute en dessous de 76, je ne vais pas exercer l'option et donc la valeur intrinsèque, elle est nulle. Donc, la valeur intrinsèque pour un call ou un put doit nécessairement être plus grand ou égal à 0. Alors, la valeur pour moi, alors, en ce moment, mon call vaut 3,35. La valeur intrinsèque est de 3,15. Pour celui qui me l'a vendu, il me l'a vendu pour 39 cents, mais je veux dire, pour lui, lui, il fait une perte sur la vente. Donc, comment que ça fonctionne? Entre 0 et 76 $. Si l'action, alors, en abscisse, ça va être la valeur de l'action et en ordonnée, ça va être la valeur du call et en noir, ça va être la fonction de profit. On va regarder en gris en premier. Entre 0 et 76 $, mon option de Scotiabank aura 0 de valeur. À 77 $, mon option vaut 1 pièce. À 78, 2. À 79, 3. Alors, pour chaque dollar subséquent que Scotiabank grimpe, mon option prend 1 pièce de valeur. Donc, à 79,15, 3,15. À 80, 4. Et ainsi de suite. Mais par contre, j'ai payé 39 cents chaque option. Donc, entre 0 et 76, j'ai perdu 39 cents. Entre 76 et 76 et 39, mon option va prendre de la valeur. Par contre, moi, j'ai payé 39 cents. La valeur va être plus petite que 39. Donc, je vais quand même faire une perte jusqu'à 76 et 39. En haut de 76 et 39, l'option vaut plus que 39 cents. Donc, je vais faire un profit. Donc, à 79 et 15 actuellement, l'option vaut 3,15, mais j'ai payé 39 cents. Ça veut dire que j'aurais fait un profit de 2,76. Et ma fonction de profit, c'est l'inverse pour celui qui me l'a vendu. Entre 0 et 76, l'option vaut 0. J'ai payé 39 cents, alors sa fonction de profit est de 39 cents. Entre 76 et 39,
le call a de la valeur, alors il va quand même faire un profit, mais un profit inférieur à 39 cents. Et si le prix de l'action est plus grand que 79,39, il va faire la valeur du call pour lui, elle est négative, mais ça, il va faire peut-être une perte. Donc, à 80 il va avoir fait, la valeur du call est de 4 piastres, mais il a reçu 39 cents, donc il va avoir perdu 3,61 $. Donc, entre 76 et 76 et 39, la valeur du call, elle est positive, mais moi, je vais avoir fait une perte et l'originaire va quand même avoir fait un gain. Donc, entre 76 et 76 et 39, l'option, elle a de la valeur, mais je fais quand même une perte. Pour un put, la valeur intrinsèque ne peut pas être nulle non plus. Donc, la valeur intrinsèque d'un put, alors si on regarde un put, alors si on regarde, alors un put à 78, si le prix de Scotiabank chute en dessous de 78, le put va prendre de la valeur. Actuellement, on ne va pas exercer un put. Si je possède le put, on a vu que le put coûtait 1,38. On va faire un refresh juste pour voir. Je vais faire un refresh, si ça a changé. Alors, Scotiabank, elle a bougé un peu. Alors maintenant, 1,38 pour acheter un put, ça nous coûterait 1,38. Donc, si Scotiabank est à 79,12, si j'exerce le put, je vais forcer quelqu'un je vais forcer la vente à 78. Je ne vais pas exercer le put. Pourquoi? Si je veux vendre Scotiabank, je vais le vendre sur le marché à 79,13. Je ne vais pas forcer quelqu'un de me l'acheter à 78. Je peux le vendre pour 79,13. Donc, la valeur intrinsèque, elle est nulle. Si Scotiabank chute et tombe en dessous de 78 $, la valeur intrinsèque sera non nulle. Donc, si Scotiabank tombe en dessous de 78, on va exercer l'option. Si Scotiabank est plus grand que 78, on ne va pas exercer l'option. Donc, la valeur intrinsèque serait nulle. Et si c'est plus petit que 78, je suis capable de vendre quelque chose qui vaut S pour 78. La valeur serait 78 moins le prix de l'action. Donc, la valeur pour moi, celui qui a acheté le put, c'est l'inverse de la valeur de celui qui me l'a vendu. Donc, entre 0 et 78, le put va avoir une valeur. Alors, en haut de 78 $, le put n'a aucune valeur. Et si j'ai payé 1,38, je vais faire une perte de 1,38 pour ce put. En dessous de 78 alors à 77, le put vaut 1. Je peux vendre pour 78 quelque chose qui vaut 77. À 76, je peux vendre pour, le put vaut 2. Je peux vendre pour 78 quelque chose qui vaut 76. Et dollar pour dollar, jusqu'à 0. À 0, je peux vendre quelque chose pour 78 qui vaut 0. Donc, la valeur maximale du put, c'est quand le prix de l'action chute à 0. Par contre, j'ai payé 1,38 pour ce put. Donc, si le put il vaut 0, j'ai une perte de 1,38. Entre 76 et 62 et 78, le put a une valeur, mais j'ai payé 1,38, je vais avoir fait une perte. Et si le prix de l'action chute en dessous de 78 et 62, le put va avoir tellement de valeur que je vais avoir fait un profit. Donc, si Scotiabank fait banqueroute et tombe à 0, je vais avoir fait un profit de 76 et 62 $ parce que je peux vendre quelque chose qui vaut 0 pour 78, mais j'ai payé 1,38 pour. Et mon gain, c'est la perte de l'autre, ou ma perte, c'est le gain de l'autre. Donc, quand Scotiabank se trouve à être plus grand que 78 $, ben, celui qui m'a vendu le put, il a fait 1,38. Si Scotiabank est plus petit que 78 $, alors disons entre 76 et 62 et 78, alors entre 76 et 62 et 78, le put a de la valeur, mais moins que 1,38 $. Donc, l'originaire, va quand même faire un profit, mais pas le 1,38 si Scotiabank se retrouve plus grand que 78. Et en dessous de 76 et 62, le put va avoir tellement de valeur que la personne va faire une perte. Et si Scotiabank tombe à 0, il va être obligé de me racheter un titre à 78 qui vaut 0, mais il va avoir reçu une prime de 1,38. Donc, sa fonction de perte va être de 76 et 62. Donc, le call, la valeur du call, c'est sa valeur intrinsèque plus une valeur temporelle. Donc, en ce moment,
Euh, Scotiabank est à 79,9. La valeur intrinsèque de mes calls à 76, 3,09 $. Quel est le prix de ce call? Alors, la valeur intrinsèque, c'est 3,09 $, mais je suis capable de le vendre pour 3,30 $. Le prix du call est de 3,30 $ et la valeur intrinsèque est de 3,09 $. La différence, le 21 sous de différence, c'est la valeur temporelle. C'est tout le potentiel, c'est une moyenne pondérée de toutes les probabilités, tout le potentiel que Scotiabank continue de grimper. Alors, si Scotiabank continue de grimper, le prix de la valeur de l'option va grimper elle aussi. Donc, le prix du call est égal à sa valeur intrinsèque. 3,30 est égal à 3,09 $ de valeur intrinsèque plus 21 sous de valeur temporelle. La valeur temporelle, c'est tout le potentiel à la hausse. Supposons qu'un call sur ce call coûtait 3 $. Il y aurait une stratégie d'arbitrage qui existerait. Je pourrais acheter le call pour 3 $, l'exercer immédiatement et faire 3,09 $. Donc, les marchés, il y aurait une erreur. Et ça arrive. On appelle ça une stratégie d'arbitrage. Mais si jamais il y a quelqu'un qui vend un call à 3 $, il y a un algorithme quelque part qui va le voir immédiatement, va acheter le call, va l'exercer, va faire 9 sous de profit immédiatement. Celui qui a vendu le call a fait une erreur. Alors, si tu as mal rentré ça, tu voulais rentrer 4 $ de prix de vente, mais tu as rentré 3 $, immédiatement, il y a quelqu'un qui va le trouver. Alors, il y a des algorithmes qui existent. La valeur temporelle doit nécessairement être plus grande que 0. Pourquoi? Tu es en train de vendre quelque chose qui vaut 3,9 en ce moment, tu le vends pour 3. Il y a quelqu'un qui va l'exercer immédiatement. Donc, regardez ça d'une autre façon. Si vous marchez dans la rue et vous voyez 20 $ par terre, vous allez le ramasser. Mais vous n'allez pas passer le restant de vos jours à essayer de trouver des 20 $ qui traînent par terre. Donc, on appelle ça un lunch gratuit. Il y a un free lunch en anglais. Puis, il y a une expression qui dit There is no such thing as a free lunch. Donc, s'il y a quelqu'un si tu fais cette erreur, il y a quelqu'un qui va l'avoir remarqué immédiatement. Alors, passez pas votre temps à essayer de faire des stratégies d'arbitrage. Donc, le prix du call américain, on a vu qu'il est 3,30. Alors, mon call sur Scotiabank, il est américain, il coûte 3,30. Il est plus grand que la valeur intrinsèque de 3,9. Et s'il y avait un call européen qui existait avec les mêmes caractéristiques, le prix devrait être entre 3,9 et 3,30. Maintenant, le 16 avril 2021. Le 16 avril 2021, à 4 heures, le prix du call va être égal à sa valeur intrinsèque. Pourquoi? Après 4 heures, le call, il expire à 4 heures. Donc, on va savoir exactement la valeur du call. Maintenant, une petite histoire pour vous. Une fois, en 2017, quand j'ai donné le cours, j'ai acheté 5000 options sur un site qui s'appelle BTEX. J'ai payé 20 cents ces options. Alors, le strike était de 5 $ et à échéance, la valeur de BTEX était de 5,10 $. Alors, moi, je pensais qu'on était tout simplement pour créditer 10 cents fois 5000 dans mon compte. Alors, je pensais tout simplement avoir crédité 500 $ dans mon compte. Mais non, ils ont exercé l'option et je me suis retrouvé vendredi soir avec 5000 actions de BTEX que je ne voulais pas à cette époque-là. Je voulais 5000 actions de BTEX qui étaient dans mon portefeuille. J'en avais pour 25 000. Alors, je paniquais toute la fin de semaine. En plus, j'étais en Asie. J'étais à revenu fixe en 2017 et le lundi, je les ai vendus pour 5,10 $ à l'ouverture, je les ai vendus immédiatement. Mais je paniquais la fin de semaine parce que BTEX, c'était un des titres. Alors, BTEX en 2017, si vous remarquez, les 5 dernières années, BTEX a vraiment mangé un coup. C'est une compagnie de pétrole. Alors, dans les 5 dernières années, vous voyez qu'est-ce qui est arrivé. Alors, BTEX a déjà valu 50 $. Alors, j'ai acheté, je vous ai dit au début du cours que j'ai acheté 3000 actions de BTEX à 1 $ il y a quelques semaines. Alors, ça a l'air d'avoir bien été. Alors, ça a augmenté de 40 sous. Mais en 2017, je ne voulais pas 5000 actions à 5 $. Donc, on apprend de ses erreurs. C'est arrivé une fois. Maintenant, à 3 heures, quand mes options expirent, le 16 avril 2021 à 3 heures, c'est à ce moment-là que je vais vendre. Je vais être devant mon ordinateur puis je vais vendre mes options à ce moment-là. OK. Pour le put, c'est la même chose. La valeur du put, c'est la valeur intrinsèque plus la valeur temporelle. Donc, on regardait des puts à 78. Un put à 78
Maintenant, écoute, 1,38. Donc, la valeur intrinsèque actuellement, c'est 0. Pourquoi? Scotiabank vaut plus que 78 $, on ne va pas l'exercer. Alors, c'est juste de la valeur temporelle. Donc, il y a une probabilité que l'option prenne de la valeur, ça c'est ça, 1,38. Alors, si Scotiabank chute en dessous de 78, qui est une très forte probabilité, je dirais que la probabilité que ça arrive, c'est peut-être 40 %. Alors, c'est juste du bruit. Alors, au moins 40 ben, jusqu'à 40 je dirais la probabilité que ça arrive. Donc, le prix de 1,38, c'est juste de la valeur temporelle. C'est tout le potentiel que le marché pense que Scotiabank peut tomber en dessous de 78 $. Donc, 1,38 de valeur temporelle, la valeur intrinsèque, elle est nulle, et le prix du put est de 1,38. Donc, la valeur intrinsèque ne peut pas être plus petite que 0 et la valeur temporelle ne peut pas être plus petite que 0 non plus, parce que comme je vous ai dit, si c'est le cas, il y a quelqu'un qui va acheter immédiatement l'option et l'exercer immédiatement. Donc, c'est ça. Alors, elle ne peut pas valoir moins que 0 et elle va juste valoir 0, la valeur temporelle, à échéance. Pourquoi? Avant échéance, il y a tout le temps une possibilité que le prix de l'action bouge. Donc, un put américain vaut plus que sa valeur intrinsèque. Ça se voit, le put, il vaut plus que sa valeur intrinsèque parce qu'il y a une valeur temporelle. Et le put européen vaut au moins la valeur intrinsèque jusqu'à la valeur du même put américain. Et à échéance, le prix d'un put américain, un put européen, va valoir la valeur intrinsèque parce qu'à échéance, c'est à ce moment-là que la valeur temporelle, il n'y a plus de temps. Donc, la valeur temporelle va être nulle. OK. Il y a des options sur tes taux d'intérêt. Quand vous achetez une maison, une hypothèque, vous avez probablement acheté une maison à du 3 pendant les 25 prochaines années. Par contre, dans votre contrat, qu'est-ce qui arrive normalement, c'est que votre prêt il est renégocié à chaque 5 ans. Et je m'inquiète en ce moment pour les taux d'intérêt. On pense tous que ça va grimper. Il y a trop de monde qui a de l'argent, puis trop de monde va investir. Les taux d'intérêt vont grimper parce que l'inflation va grimper. Alors, dans votre contrat, vous renégociez à chaque 5 ans. Par contre, il y a une clause qui dit que c'est 3 aujourd'hui. Dans 5 ans, on va renégocier, mais ton taux d'intérêt va au moins être égal entre 1 et 5 Donc, si le taux d'intérêt est de 7 dans 5 ans, on va renégocier ton prêt, mais au lieu de te charger du 7 on va te charger du 5 On appelle ça un plafond. Et si les taux d'intérêt chutent en dessous de 1 on va quand même vous charger du 1 On appelle ça un plancher. Alors, c'est justement pour s'assurer que la banque ne fasse pas banqueroute. Maintenant, ça, vous pouvez voir ça comme un collier. Alors, le plafond, on appelle ça en anglais un cap. C'est justement, vous avez acheté une option, un put sur les taux d'intérêt, en d'autres mots. Ce qui veut dire que si les taux d'intérêt grimpent en haut de 5 vous allez quand même payer 5 Alors, c'est comme un put sur les taux d'intérêt. Vous avez acheté ça. La banque, elle a acheté un plancher de vous. Vous avez vendu un plancher à la banque. Si les taux d'intérêt chutent en dessous de 1 vous allez quand même payer du 1 Et le prix du plafond est égal au plancher. Alors, toi, tu as acheté un plafond en vendant un plancher au même prix. La banque, elle a acheté un plancher en vendant un plafond au même prix. On appelle ça un collier. Ça veut dire que les taux d'intérêt sur votre hypothèque vont demeurer entre 1 et 5 Alors, le plafond, c'est sur la durée du prêt. Et si c'est des paiements mensuels sur 25 ans, alors 300 paiements. Il y a une option sur chacun des 300 paiements. On va appeler ça un caplet en anglais. Caplet, cap pour la série des 300 paiements. Puis pour le plancher, c'est un floorlet pour chacune des paiements. Alors, quand vous avez les deux, quand vous achetez un cap et vous vendez un plancher, ou vous vendez un cap et vous achetez un plancher, on appelle ça un collier. Ça veut dire que les taux d'intérêt, pour vous, vous allez juste payer des taux d'intérêt entre 1 et 5 Donc, la valeur minimale d'une option. Alors, la valeur d'une option ne peut pas être négative. Il n'y a personne qui va te vendre quelque chose. Il n'y a personne qui va te donner de l'argent pour avoir quelque chose qui a de la valeur. Donc, il y a tout le temps, même sur des options qui sont vraiment hors de l'argent. Alors, vous remarquez qu'on parlait tantôt des puts à 44, le prix était quand même de 12 cents. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a augmenté. Le prix était de 12 cents. Malgré le fait qu'il y a quand même un potentiel infinitésimal que Scotiabank chute en dessous de 44. Alors, demain, on apprend qu'il y avait une fraude massive dans la compagnie.
et le prix de l'action chute à 20 $. Alors, il y a une possibilité que l'option ait une valeur intrinsèque. Alors, la valeur du call ne peut pas être, d'un call ou d'un put, ne peut pas être négatif. Donc, la valeur minimale d'une option va être de 0 à expiration. Avant l'expiration, elle doit nécessairement valoir au moins sa valeur intrinsèque et la valeur temporelle ne peut pas être égale à moins que 0. Elle ne peut pas être égale à 0 non plus parce qu'avant échéance, il y a tout le temps un potentiel que le titre bouge dans ta faveur. Pour un call, la valeur maximale du call, c'est un peu ce qui est arrivé avec Scotiabank. J'ai payé 39 cents Scotiabank, elle est à 3,30 en ce moment. Imaginez si vous avez acheté une option sur Tesla il y a un an, Tesla est à 80 $, tu achètes une option à 100, un call à 100. Un an plus tard, Tesla se retrouve à 800 $. Vous regardez Tesla il y a un an et vous achetez des calls il y a un an sur Tesla. Alors, il y a un an, Tesla était à 85 $. Tu achètes des calls un an à 100 $. Qu'est-ce qui arrive? Un an plus tard, Tesla est monté jusqu'à 900 $. Aujourd'hui, tu es à 676. Alors, chaque option vaut 576 $. On appelle ça un gain infini. Alors, quand moi j'ai acheté des options sur Scotiabank, c'était 39 cents. Maintenant, ils valent 3,30. C'est un gain de 800 %. Alors, on peut dire quand même que c'est un gain infini. En théorie, Scotiabank pourrait grimper jusqu'à 100 $. C'est une possibilité. On ne le sait pas. À 100 $, chaque option vaut 24 $. Je les ai payés 30 cents, 39 cents. Donc, on appelle ça un gain infini. Mais en théorie, c'est en théorie. Théoriquement, la valeur maximale du call, c'est si ton prix de ton action grimpe. Alors, mes actions de BTEX, supposons qu'on découvre un puits de pétrole incroyable et BTEX allait de 5 $ à 1000 $, qui est une possibilité. Ça aurait été ce qu'on appelle un gain infini, un très grand gain. Pour un put, la valeur maximale, c'est quand le prix de l'action chute à 0. Donc, si tu achètes un put sur Tesla et Tesla fait banqueroute, je veux dire que Tesla vaut 676 aujourd'hui, elle fait banqueroute, le prix de l'action vaut 0, tu as un put à 500. Tu peux vendre, la valeur maximale, c'est K. Alors, tu peux vendre pour 500 quelque chose qui vaut 0, c'est la situation de valeur maximale. Donc, quand tu achètes un put, tu veux que le prix y baisse. Ou quand tu achètes un put, c'est pour protéger une action. OK, maintenant, on va regarder deux portefeuilles et on va regarder la relation entre un put et un call. On va regarder un put et un call avec la même durée et avec le même prix d'exécution. Donc, T identique pour le call et le put et K est identique pour le call et le put. On va regarder deux portefeuilles. Dans un portefeuille, on va acheter un call. Dans ce même portefeuille, on va acheter une obligation. Dans le deuxième portefeuille, on va acheter l'action et on va acheter un put. Donc, le premier portefeuille s'appelle un call fiduciaire. J'achète un call avec un strike de K. En même temps, je vais acheter une obligation, un bon du trésor, avec une valeur d'exercice K, une valeur nominale de K. Maintenant, on a vu en classe que toutes les valeurs nominales d'une obligation, c'est 1000 $. Donc, si moi j'ai une valeur, un prix d'exercice de K, il n'y a pas d'obligation avec une valeur nominale de 50 $. Mais si j'achète 20 fois ce portefeuille, alors si j'achète 20 calls à K, 20 calls à 50 et une obligation à 1000, 20 fois 50 est égal à 1000. Donc, on est capable de créer synthétiquement une obligation de 1000 $. Mais ici, juste pour des raisons théoriques, on va assumer qu'il y a une obligation qui existe avec une valeur nominale de K, que ce soit 50 ou autre. Donc, je vais acheter un call avec un prix d'exécution de 50. Je vais acheter une obligation gouvernementale avec une valeur notionnelle de K, la future value dans votre calculatrice. Ça, c'est mon premier portefeuille. J'appelle ça un call fiduciaire. Le deuxième portefeuille, c'est un put protectif. Je vais acheter l'action au prix du marché aujourd'hui S. Et je vais acheter un put sur cette action avec la même échéance que le call et avec le même prix d'exécution du call. Et qu'est-ce qu'on va voir? C'est que ces deux portefeuilles sont identiques. Alors, il y a trois situations qui peuvent se passer. Alors, on est aujourd'hui, si on regarde mes calls sur Scotiabank, on va comparer ça avec un call un put à 76 sur Scotiabank. Un call fiduciaire vaudrait autant qu'un put protectif. À échéance, Scotiabank peut être plus grand que 76, peut être égal à 76 ou peut être plus petit que 76.
Et dans les trois scénarios, le call fiduciaire, le call et l'obligation vaut autant que le put protectif, l'action et le put. Regardons ça. On va regarder la situation où est-ce qu'à échéance, le prix de l'action est plus petit que K. Donc, quand on regarde Scotiabank est à 76, mon strike est à 76. Qu'est-ce qui arrive si le prix de l'action à échéance chute en dessous de 76? Bien, ça veut dire que mon call va expirer sans aucune valeur. La valeur de l'obligation, elle avait une valeur nominale de 76, donc elle vaut 76. Quelle est la valeur du put? Mais le prix de l'action est en dessous de 76, donc la valeur du put, ça va être 76 moins le prix de l'action. Alors, 76 moins S. Et quelle est la valeur de l'action? C'est le prix de l'action S. Donc, j'ai un call qui vaut 0 plus une obligation qui vaut K. Donc, la valeur de ce portefeuille, c'est K. 0 plus K. J'ai un put qui vaut K moins S plus une action qui vaut S. Alors, K moins S plus S, la valeur du put protectif est égale à K. Donc, si le prix de l'action chute en dessous de 76, mon call fiduciaire vaut autant que mon put protectif. Regardons si Scotiabank vaut exactement 76 à échéance. Je ne vais pas exercer mon call, il vaut 0. Je ne vais pas exercer mon put, il vaut 0. Mon obligation vaut toujours 76 et l'action vaut 76. Donc, le call fiduciaire vaut 76 et le put protectif vaut 76. Donc, si S est égal à K, le prix de l'action est égal au prix d'exécution, le call fiduciaire va valoir autant que le put protectif. Et finalement, la situation en ce moment, Scotiabank vaut plus que 76. La valeur du call, ça va être le prix de l'action moins 76 et l'obligation va valoir 76. Le put va expirer sans aucune valeur et l'action va valoir le prix du marché. Donc, le call fiduciaire S moins K plus K vaut S. Le put protectif 0 plus S, il vaut S. Donc, si l'action vaut plus que 76, le call fiduciaire vaut autant que le put protectif. Donc, on va dire qu'à échéance, un call plus une obligation est égal à un put plus une action. On appelle ça la parité put-call. Donc, nous, on va supposer qu'en tout temps, un call plus une obligation est égal à un put plus une action, en tout temps, avant échéance. Donc, avant échéance, quel est le prix du call? C. Quel est le prix du put? P. Quel est le prix de l'action? S. Quelle est la valeur d'une obligation avec une valeur nominale de K? Bien, ça va tout simplement être la valeur actuelle de cette obligation. Donc, c'est une obligation qui verse aucun coupon, zero coupon bond en anglais. Alors, la valeur nominale est de 76. Alors, il y a 31 jours, donc on va faire 76 divisé par 1 plus le taux sans risque à la puissance 31 jours divisé par 365. Et ça, c'est la valeur de l'obligation. Si par contre, on remarque qu'il y a un des titres qui ne correspond pas à cette équation, il y a une stratégie d'arbitrage qui peut être effectuée. On va voir. Donc, en tout temps, un call plus une obligation vaut un put plus une action. Donc, le call est positif. Acheter un call plus, donc acheter une obligation est égal à P qui est positif. Donc, on achète un put plus on achète une action en tout temps. Donc, si je veux, je peux vendre l'obligation de chaque portefeuille. Donc, le call fiduciaire, je vais vendre l'obligation. Et le put protectif, je vais shorter l'obligation. Donc, exactement le même portefeuille, mais les deux portefeuilles, je vais vendre une obligation des deux portefeuilles. Donc, le call fiduciaire, je vais vendre l'obligation qui est là. Et le put protectif, je vais le shorter. Je vais emprunter une obligation et je vais la vendre sur le marché. Donc, si je vends l'obligation du call fiduciaire, il me reste juste le call. Et si je short une obligation d'un put protectif, bien, ça veut dire que j'ai acheté un put, plus j'ai acheté une action, et moins, ça veut dire que je suis short l'obligation. Donc, un call est équivalent à acheter un put plus une action et en shortant une obligation. Donc, moi, je suis capable de créer synthétiquement un call. Je peux acheter un call de Scotiabank sur le marché
pour 3,30 $. Ou ben donc, je pourrais acheter le même put, je pourrais acheter l'action et je pourrais shorter une obligation gouvernementale pour 31 jours, un mois. Et je vais créer synthétiquement mon call. Donc, si cette équation me dit quelle est la juste valeur du call, si je vois que la juste valeur, elle est inférieure ou supérieure au prix que je viens juste d'établir, il y a une stratégie d'arbitrage. Je suis capable de créer, avec un peu d'ingénierie financière, un call. Moi, je détermine que le prix devrait être de 3 $. S'il y a un call qui est à 3,30, je suis capable de synthétiser un call pour 3 $. Je vais vendre le call réel à 3,30 $ et pour 3 $, je suis capable de synthétiser un call. J'ai 30 cents de profit au temps zéro et les titres vont bouger. À échéance, le call que j'ai acheté va valoir autant que le call que j'ai vendu. Donc, je vais avoir un cash flow net de zéro à échéance. Par contre, aujourd'hui, j'ai fait un profit de 30 cents. Si moi, j'ai établi que la juste valeur du call est de 3 $, mais il y a un call qui se transige à 2 $, ben, je vais acheter le call réel pour 2 $ et je vais synthétiser un call artificiel que je vais vendre pour 3 $. Je vais faire 1 $ au temps t est égal à 0. Les prix des titres vont bouger et à échéance, ils vont avoir exactement la même valeur. Donc, je fais 1 pièce aujourd'hui. Donc, avec cette équation, je suis capable de calculer la juste valeur du call. Si je vois que les marchés, il y a un call qui se transige à un prix différent, il y a une stratégie d'arbitrage. Maintenant, si acheter un call, c'est équivalent à être long un put, long une action et short une obligation, si je multiplie à gauche et à droite par -1, alors moins C est égal à moins P, moins S, plus la valeur actuelle de K, bien, alors négatif veut juste dire être short un call, c'est équivalent à être short un put, short une action et d'être long une obligation. Donc, si je trouve que le call synthétique il coûte trop cher, je vais vendre le call synthétique et je vais acheter le call réel. Comment est-ce que je short un call synthétique? Bien, je short un put, je short une action et j'achète une obligation. Et je vais acheter le call réel. Pour le put, c'est la même chose. On commence avec la phrase de base. Alors, l'équation de base, la parité put-call. Acheter un call plus acheter une obligation est équivalent à acheter un put plus acheter une action. Un call fiduciaire est égal à un put protectif. Maintenant, de chaque côté, je vais vendre une action. Donc, du put protectif, je vends l'action. Il n'existe plus dans mon put protectif. Et du call fiduciaire, on n'a pas d'action, on va la shorter. On va emprunter une action et on va la vendre sur le marché. Donc, acheter un put est équivalent à acheter un call plus acheter une obligation et shorter une action. Donc, je suis capable de synthétiser un put en achetant un call, achetant une obligation et en shortant une action. Donc, si moi je détermine que le put, il vaut 25 sous, mais il y a un put sur le marché qui se transige pour un prix différent de 25 sous, il y a une stratégie d'arbitrage. Je vais tout le temps vendre le plus cher et je vais acheter le moins cher. Donc, s'il y a un put qui existe à 50 sous, je vais vendre le put réel à 50, je vais créer artificiellement un put synthétique pour 25 cents, j'ai 25 cents de profit. Entre-temps, les deux titres vont bouger et à la toute fin, le put que j'ai acheté et le put que j'ai vendu vont avoir exactement la même valeur. Et encore une fois, si on fait l'inverse, alors si on achète un put, si on multiplie par -1 de chaque côté, vendre un put est équivalent à vendre un call, vendre une obligation et acheter une action. Donc, si moi, je trouve qu'il y a un put sur le... Moi, je trouve que le put devrait être de 25 cents. Il y a un put qui se transige pour 10 cents. Je vais acheter le put réel à 10 cents et je vais vendre le put artificiel synthétique pour 25 cents. 15 cents de profit au temps zéro. Les titres, ils vont bouger et à échéance, les deux titres vont avoir exactement la même valeur. Donc, un cash flow positif aujourd'hui, aucun cash flow dans le futur. On appelle ça une stratégie d'arbitrage et sans aucun risque non plus. Donc, un exemple. Quel est le prix sans arbitrage d'un put à 50? Donc, un put avec un strike de 50 sur une action qui se transige pour 45 $ avec une échéance de 2 ans. Sachant que aujourd'hui, l'action S est de 45. L'échéance T, c'est 2 ans. Le taux d'intérêt, c'est de 3 % par année. Un call avec la même échéance et le même prix d'exécution coûte 4,25.
Donc, on connaît le prix du call. On veut savoir quel est le prix du put. Par la suite, supposons que sur le marché, il y a un call, un put existe sur le marché pour 8 $. Est-ce qu'il y a une stratégie d'arbitrage? Quelle est la stratégie d'arbitrage? Quel est le profit d'arbitrage? Supposons qu'à la place d'avoir un put qui existe à 8, il y a un put qui existe à 4. Est-ce qu'il y a une stratégie d'arbitrage? Quelle est la stratégie d'arbitrage? Quel est le profit d'arbitrage? La partie facile, c'est le profit. Pourquoi? On va calculer la juste valeur du put et on soustrait ça du prix qui existe sur le marché. Mais la stratégie, c'est ça où est-ce que les points vont arriver. Donc, un call, acheter un call, plus acheter une obligation, c'est équivalent à acheter un put plus acheter une action. Donc, le prix du put devrait être au prix d'acheter un call, acheter une obligation et en vendant une obligation. Donc, le call, il coûte 4,25 $. Le strike est de 50 $. Le taux sans risque est de 3 % pendant 2 ans. Si on a des calls de 31 jours, tu fais 31 divisé par 365 ou un mois, un douzième. Et on vend une action pour 45 $, donc moins 45 $. Donc, la juste valeur du put devrait être de 6,38 $. S'il y a un put à 8 $, il y a 1,62 $ de profit à être fait. S'il y a un put à 4 $ qui existe sur le marché, il y a 2,38 $ de stratégie d'arbitrage à être faite. Il y a une erreur, il y a quelqu'un qui va le découvrir. Donc, la juste valeur du put est de 6,38 $. Aujourd'hui, le strike est de 50 et on a dit que l'action est à 45 $. Donc, le prix sans arbitrage de cette action est de 6,38 $. Si les marchés sont efficaces, il ne devrait pas avoir une stratégie d'arbitrage. Donc, le put sur le marché devrait être à 6,38 $. On a le droit de vendre pour 50 quelque chose qui vaut 45 $. Donc, la valeur intrinsèque de ce put est de 5 $. Le prix de l'action est de 45. J'ai le droit de vendre cette action pour 50. Donc, la valeur intrinsèque, elle est égale à 5 $. Le prix du put devrait être de 6,38. Donc, la valeur temporelle est de 1,38. Je répète, je suis capable de vendre le titre qui vaut 45 pour 50 $. Donc, la valeur intrinsèque est de 5 $. Mais d'ici 2 ans, il se peut que le prix de l'action continue de dégringoler. Donc, il y a une valeur potentielle additionnelle. Et cette valeur potentielle additionnelle, en moyenne, 1,38. Donc, 6,38, c'est la valeur du put sans arbitrage. 5 $, c'est la juste valeur, c'est la valeur intrinsèque immédiate. Et la différence entre les deux, c'est le potentiel que le prix de l'action continue de dégringoler. Supposons sur le marché, le put devrait coûter 6,38. S'il y a un put sur le marché à 8 $, il y a 1,62 $ de profit d'arbitrage à être fait. Mais comment le faire? Nous, on dit qu'on est capable de créer un put pour 6,38. Il y a un put qui existe à 8 $. Donc, je vais vendre le put à 8 $. Je vais shorter le put à 8 $. Et je vais acheter le put que je suis capable de créer artificiellement pour 6,38. Je vais faire 1,62 $ de profit. Les titres vont bouger d'ici 2 ans. Et dans 2 ans, le put réel va valoir le put synthétique. Je suis long 1, je suis short l'autre. Les deux ont la même valeur. Alors, le cash flow net va être de 0. Donc, je vais shorter ici le put réel du marché à 8 $ et je vais créer synthétiquement un put pour 6,38. Donc, je vais créer synthétiquement un put à 6,38. Il y a 1,62 $ de profit à être fait. Maintenant, comment est-ce que je crée artificiellement, quelles sont les stratégies à être effectuées? Donc, je vais shorter un put à 8 $. Et je vais acheter un put synthétique. Et j'ai dit que acheter un put synthétique, ça veut dire j'achète un call, j'achète une obligation et je short une action. Donc, je long un call. Pardon. Je long un call à 4,25. Je vais acheter un call à 4,25. Je vais acheter une obligation d'une valeur nominale de 50 $. Dans 2 ans, cette obligation va valoir 50 $. Aujourd'hui, elle vaut la valeur actuelle de 50 $, 47,13. Je vais acheter une obligation d'épargne pour 47,13 et je vais shorter une action du sous-jacent pour 45 $. Donc, je reçois 8 $ en shortant le put.
Je paye 4,25 en achetant le call, je paye 47,13 en achetant l'obligation et je reçois 45 en shortant l'action. Net, j'ai 1,62 $. Ça, c'est au temps t est égal à 0. Maintenant, regardons à t est égal à 2, qu'est-ce qui arrive si le prix de l'action est à 100 $? Pour n'importe quelle valeur de l'action dans 2 ans, le cash flow net va être de 0. Alors, l'action dans 2 ans est à 100 $. Le put va expirer sans aucune valeur. Le call va valoir 50 $. Alors, un call à 50, l'action vaut 100 $. Donc, le call, j'ai acheté un call, il vaut 50 $. J'ai une obligation qui vaut 50 $. Donc, j'ai un call et une obligation qui valent 100 $. Et j'ai shorté l'action, je dois la racheter pour 100 $ et la rembourser. Donc, j'ai un call qui vaut 50, j'ai une obligation qui vaut 50 et je dois une action qui vaut 100. Cash flow net de 0. Supposons que la compagnie a fait banqueroute d'ici 2 ans. L'action, elle vaut 0. Le put, il va valoir 50. Je pourrais vendre quelque chose qui vaut 0 pour 50 $. Le call va valoir 0. L'obligation va valoir 50 et l'action va valoir 0. Donc, je vais devoir 50 $ sur le put. Mon call, il vaut 0. Mon obligation vaut 50 et l'action vaut 0. Donc, je dois 50, je reçois 50. Net, mon cash flow est nul. Donc, je reçois 1,62 au temps t est égal à 0. Quoi qu'arrive au prix de l'action, je vais payer net 0 à échéance. Ça, c'est sur un put à 8 $, il y a 1,62 à être fait. Pourquoi? La juste valeur était de 6,38. C'est la même chose s'il y a un put qui existe à 4 $. La juste valeur est de 6,38. Il y a 2,38 $ à être fait. Comment est-ce qu'on va le faire? On est capable de créer artificiellement un put pour 6,38. Il y a un put qui existe à 4 $. Donc, je vais acheter le put réel à 4 $ et je vais vendre le put synthétique à 6,38. Il y a 2,38 $ de profit à être fait. Donc, je long le put réel à 4 $ et je vais shorter le put synthétique à 6,38. Il y a 2,38 $ à être fait de profit d'arbitrage. Une petite note là-dessus. Je n'ai jamais été capable d'exploiter cette stratégie parce qu'il y a 2 raisons. Un, les coûts de transaction éliminent n'importe quel avantage, mais il y a aussi le fait qu'on vient juste de voir tantôt que le prix d'achat et le prix de vente d'une option. Le prix d'achat et le prix de vente d'une option, si on regarde pour nos options à 76, ça, c'est un coût de transaction additionnel. On appelle ça bid-ask spread parce qu'ils sont très peu liquides. Les coûts d'achat, le prix d'achat et le prix de vente est différent. Alors, c'est très difficile d'exploiter une stratégie d'arbitrage. Alors, ceux qui le font, c'est parce qu'ils sont en train de transiger des milliards de dollars pour faire quelques piastres de profit à l'intérieur de quelques minutes. Alors, des stratégies d'arbitrage, c'est possible, mais ça prend tellement de capital pour le faire. Une personne comme vous et moi, ça serait très difficile de le faire. Donc, je long un put réel à 4 $. Je vais acheter un put réel, je vais payer 4 $ et je vais shorter un put synthétique. Donc, si acheter un put synthétique, c'est long un call, long une obligation, short une action, bien, l'inverse, c'est tout simplement shorter un call, shorter une obligation, long une action. Donc, je vais shorter le call à 4,25. Je vais shorter l'obligation pour sa valeur présente de 47,13 et je vais acheter l'action pour 45 $. Net, je vais payer 2,38 $. Donc, la juste valeur du put, 6,38 $. S'il y a un put qui existe à n'importe quelle valeur autre que 6,38 $, il y a une stratégie d'arbitrage. Par contre, dès qu'on inclut les coûts de transaction, toutes les stratégies d'arbitrage s'effacent pour des raisons de liquidité et des coûts de transaction. Alors, ce n'est pas sur une option de Scotiabank qu'on va être capable de faire ça, peut-être sur une option de Citibank qui est un peu plus liquide. Donc, encore une fois, si on regarde n'importe quel prix de l'action à échéance, dans 2 ans, le strike est à 50. On va regarder qu'est-ce qui arrive si dans 2 ans, le prix de l'action est à 100 $. Donc, on a acheté un put, l'action est à 100 $, le put va valoir 0.
On achetait un call à 50, le prix de l'action est à 100. Le call va valoir 100 pièces, alors on va devoir 50 pièces sur le call. On a vendu une obligation qui va valoir 50 pièces, donc on va devoir 100 pièces en tout. Et on a acheté une action qui vaut 100 pièces aujourd'hui, donc net, on a zéro de cash flow. Qu'est-ce qui arrive si le prix de l'action plante et tombe à zéro? On a été long un put à 50, donc le put, il vaut 50 parce que l'action vaut zéro. On a été short un call, le call va valoir sans aucune valeur. On a shorté une obligation on va devoir une obligation qui vaut 50 pièces et l'action, on a acheté l'action qui vaut zéro. Donc, le put vaut 50, on doit une obligation qui vaut 50, net, on paye zéro. Donc, le cash flow net à échéance va être de zéro. Alors, prenons par exemple le put à 4 et supposons qu'à la toute fin, le prix de l'action est à 55 On a acheté un put pour 4 sur une action avec un strike de 50. Donc, si le prix de l'action est en dessous de 50 le put va avoir de la valeur. Sinon, le put va avoir une valeur nulle, va expirer sans aucune valeur. Au-dessus de 50 le call va avoir de la valeur. En dessous de 50 le call n'aurait pas de valeur. Donc, supposons qu'à échéance, le prix de l'action est à 55 Alors, c'est juste pour vous montrer qu'au temps t est égal à zéro, on a fait un profit d'arbitrage, on a reçu un cash flow, mais quoi qu'arrive à échéance, quoi qu'arrive au prix de l'action, les cash flows nets à échéance seront nuls. Donc, si le prix de l'action est à 55 la valeur du put sera nulle. Pourquoi? On va juste exécuter un put si le prix de l'action est en dessous de 50 La valeur du put, elle est nulle. Donc, on va recevoir zéro dessus. Le call, par contre, on a vendu un call et le call va être exercé. Le prix de l'action est à 55. Le prix d'exécution est de 50. Donc, on va devoir payer 5 sur le call. On va payer 5 sur l'obligation qu'on a shortée, la valeur nominale. Et on va recevoir 55 sur le prix de l'action. Donc, cash flow net, on va payer 0 essayez en exercice n'importe quelle valeur de l'action à échéance et le cash flow sera nul. Supposons que le prix de l'action est de 45 le put vaudrait 5 plus 5. Le call vaudrait 0, l'obligation vaudrait moins 50 et l'action vaudrait plus 45. Alors, encore une fois, les cash flows seraient nuls. Quoi qu'arrive, au prix de l'action à échéance, le cash flow net est nul. Donc, on reçoit un cash flow temps t est égal à 0 et on ne paye absolument rien ou on reçoit absolument rien par la suite. Une chose par contre, la plupart il n'y a aucune obligation qui a une valeur nominale de 50 Alors, les obligations ont une valeur nominale de 1000 Ce qui veut dire, c'est que si on fait cette stratégie 20 fois, on va acheter ou vendre 20 calls, 20 puts, 20 actions et 20 obligations d'une valeur nominale de 50 c'est équivalent à une obligation d'une valeur nominale de 1000 Donc, au lieu d'acheter, vendre un put, un call, une action, une obligation, on va faire un put, un call, une action et un certain nombre, on va faire un certain nombre de put, call et actions pour chaque obligation. Donc, on va être long 20 puts, on va être short 20 calls, on va être short 20 obligations à 50 qui n'existent pas. Il n'y a pas des obligations qui existent à 50 mais si on short 20 puts, 20 calls, 20 obligations à 50 ce serait une obligation à 1000 et on long 20 actions. Alors, c'est une façon d'exécuter cette stratégie. Mais en tant que telle, il n'y a aucune obligation qui existe avec une valeur nominale de 50 C'est toujours 1000